Alors tout d'abord, je voudrais préciser que Orange est opérateur dans de multiples pays, pas uniquement en France. Nous avons par exemple en Afrique énormément d'opportunités. Nous avons des objets connectés qui tournent essentiellement donc, avec du SMS, avec donc des alertes qui sont faites notamment en Égypte, mais aussi en Afrique de l'Ouest. Ce qui est intéressant de noter, c'est que nous avons chez Orange également plus de 150 startups qui ont déjà été accélérées par nos différents programmes. Nous avons ce qu'on appelle des Orange Fab qui permettent d'accompagner différentes startups dans différents pays, dont la France, mais aussi en Asie, aux US, en Israël, etc. Et ça permet justement de créer ensemble différents produits autour de l'IoT, mais autour également du web, d'autres technologies que l'on peut voir ensemble. Ce qui est intéressant de noter aussi, parce que c'est peu connu, je pense, c'est le nombre d'API qui sont supportés aujourd'hui donc, par Orange. Alors, il y a plus de 600 API qui sont aujourd'hui au catalogue. Toutes ne sont pas bien sûr disponibles auprès du grand public, mais vous verrez qu'il en existe bon nombre qui sont disponibles en libre service et également bon nombre qui ont trait à l'IoT. Alors, premier intérêt pour une start-up qui veut travailler avec Orange, c'est bien sûr l'investissement. Donc, nous avons différents fonds. Nous avons Orange Digital Venture donc, qui permet d'investir early stage dans différentes startups. Iris Capital que nous partageons donc avec Publicis qui permet là aussi d'investir dans différentes startups. Vous avez donc, je l'évoquais, des programmes d'accélération, tant chez Orange, mais aussi chez GoIgnite, qui est une alliance avec laquelle donc, nous partons, avec Deutsche Telekom, avec Telefonica, avec Singtel. Et ça permet en fait un peu partout dans le monde, sur tous les continents, d'avoir là aussi une accélération et une cross-fertilisation des différentes startups. Et enfin, donc côté concret, côté API, engagement, SDK, téléchargement en fait de code et accompagnement en termes de développement, nous avons un programme qui s'appelle Orange Partner, donc qui permet de mettre en avant les développeurs qui acceptent de travailler avec nous et qui trouvent leur intérêt justement dans toutes les ressources que nous mettons à leur disposition. Et puis nous avons Orange Développeur, qui est cette fois-ci beaucoup plus technique pour justement entrer dans le vif du sujet et adresser les différentes API et différentes ressources. Alors, juste un petit point quand même sur l'alliance que nous représentons. Ça permet de fixer un petit peu les idées par rapport à d'autres acteurs, souvent OTT, que l'on trouve aujourd'hui. Vous voyez qu'avec les 4 opérateurs ici, nous totalisons en fait dans le monde plus d'1,3 milliard de clients, essentiellement mobiles. Et donc, ça permet d'avoir un marché adressable en tant que start-up, en tant que développeur, extrêmement important, puisqu'encore une fois, nous échangeons beaucoup avec les différents opérateurs. Alors, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet pour vous. Donc, combien d'entre vous sont développeurs aujourd'hui, pour que je puisse... voilà, très bien. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, sachez que nous sommes connus évidemment pour la partie distribution chez Orange, de différents devices, que ce soit bien sûr des téléphones, des objets connectés de tout type, des wearables, mais aussi des objets pour la maison. Nous avons différents types de connectivité. Donc là aussi, vous avez tout ce qu'il faut pour travailler en 2G, en 3G, en 4G, etc. Mais aussi, on verra ensemble quelques nouveaux réseaux qui sont apparus. Et également, l'intérêt pour vous, c'est de savoir que nous avons donc différents types de services côté plateforme pour accueillir vos développements ou simplement héberger en fait vos différentes solutions. Alors, si on fait un petit zoom justement là-dessus, vous voyez que nous avons en fait donc des objets qui se connectent sous différentes formes à différentes plateformes. Vous avez évidemment un lien avec les utilisateurs et les applications qui sont utilisées par les utilisateurs. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que finalement, nous avons tout un écosystème avec la possibilité justement d'amener les développeurs à travailler non seulement sur les différentes plateformes, mais aussi rayonner comme ceci sur l'ensemble des objets, des types de connectivité, des plateformes, etc. Alors, le développeur, vous voyez, est vraiment au centre de ce que nous faisons chez Orange en matière de programmes d'accompagnement, non seulement de start-up, mais également de partenaires, d'entreprises plus importantes.
Et j'aimerais avec vous prendre 3 exemples concrets, donc, qui sont indiqués là-haut, un exemple de connectivité, un exemple de plateforme et un exemple de traitement de données, traitement de la privacy au niveau des données. Alors, si on prend ces différents exemples, tout ça appartient à un programme chez nous qui s'appelle DataVenue, qui regroupe finalement toutes les facettes et qui vous permet de piocher en fait les différentes briques de solutions, parce que tout le monde n'est pas intéressé par la solution complète. Il peut être intéressant, si vous avez déjà vos plateformes par exemple, de ne prendre que la connectivité, ou au contraire, si vous avez déjà votre propre réseau, eh bien, de travailler directement sur les plateformes que nous proposons. Alors, si on prend d'abord la connectivité, on a toute une palette de réseaux qui sont disponibles. Alors, vous connaissez bien sûr le Bluetooth Low Energy, qui dépense très peu, mais qui est quand même très local. Donc, on a des beacons, par exemple, qui permettent donc de faire des interactions dans la maison, mais aussi dans les centres commerciaux, près des arrêts de bus, par exemple, pour faire du géomarketing, du géofencing, en fait, sur des zones bien précises. Vous avez évidemment donc toute la palette de machine-to-machine avec donc 2G, 3G, 4G. Et puis, vous avez quelque chose qui est nouveau, qui s'appelle LoRa. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous LoRa comme réseau. Donc, alors, je vais passer quelques minutes à expliquer ce que c'est. Donc, c'est un réseau qui est en fait extrêmement longue distance, plusieurs kilomètres, qui est bas débit, mais qui consomme très très peu au niveau énergie. Alors, vous avez ici, par exemple, un kit de connectivité LoRa que l'on met à disposition donc, des développeurs qui souhaitent donc agrémenter leurs propres objets d'un kit de connectivité. Vous voyez ces petites cartes, par exemple, comme ici, qui se met sur le port XBee de n'importe quelle carte compatible avec ce type de standard, compatible également Arduino pour la programmation. Et ça permet en fait d'aller très très loin en distance, d'être très peu consommateur pour des objets, par exemple, comme des ruches connectées, comme de la télésurveillance à distance de différents objets qu'on va laisser tranquilles pendant plusieurs mois, qu'on n'aura pas besoin forcément d'aller recharger à la fois en énergie ou en data. Alors, ce qui est intéressant sur ce réseau, c'est qu'il est en fait complètement ouvert. C'est une alliance entre à la fois plusieurs opérateurs et plusieurs acteurs sur le plan mondial. Et ça permet justement de se regrouper ensemble pour faire évoluer ce standard ouvert, qui est bidirectionnel, qui est ce qu'on appelle deep indoor, c'est-à-dire que vous pouvez traverser plusieurs étages. On a des cas de figure, par exemple, de développeurs qui travaillent sur des environnements de type building, où en fait, au fond du 3e parking, par exemple, on a encore une couverture qui est assurée par ce réseau. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez Orange là-dedans? Eh bien, évidemment, on installe ce réseau donc, dans différentes villes. Alors, vous avez bien sûr des antennes qui sont donc en cours d'installation. Il y a 17 grandes villes, dont Nantes, qui est en cours d'installation. Tout sera fini donc à partir de la fin juin, avec des priorités business qui sont essentiellement en B2B. C'est-à-dire que ce sont en fait des gens qui veulent faire soit de la géolocalisation pour du business, ce qu'on appelle les smart cities, c'est-à-dire aller télérelever par exemple des conteneurs, télérelever en fait des compteurs de différents types, énergétiques par exemple. Et puis vous avez d'autres use cases dans l'agriculture, où là c'est extrêmement intéressant de par le fait de la grande portée en fait de ce réseau et de la faible consommation énergétique. Alors sachez qu'on a également un programme aussi de crowdsourcing en fait, où on a distribué par exemple pour les employés Orange en fait plus de 5000 lampes comme celle-ci qui sont en cours de distribution et qui permettent de densifier aussi les réseaux. Donc ça permet en fait chez soi d'avoir des objets qui sont à la fois utiles comme une lampe et qui participent finalement à la densification du réseau. Et plus le réseau est dense, évidemment, plus la couverture est meilleure, aussi bien donc, en périphérie que dans les différents étages des différentes maisons. Alors vous avez donc, comme je le disais, des kits qui sont à votre disposition. Nous avons un stand, comme vous le savez, donc, qui est juste à côté, où on pourra vous montrer en fait les détails techniques des différents kits. Alors ça se programme très simplement. Vous avez un IDE type Arduino très simple, c'est du C bête et méchant, donc, dans lequel vous pouvez faire un dialogue. Alors j'insiste sur un point, c'est que c'est un dialogue qui est bidirectionnel, c'est-à-dire que ce n'est pas un objet qui va se contenter d'émettre régulièrement, donc par exemple une température, une pression ou n'importe quel capteur.
vous avez la possibilité dans votre boucle infinie d'écouter aussi ce que le réseau vous envoie. Alors c'est important parce que si vous avez des applications auxquelles vous pensez qui font appel à de la télécommande, eh bien, sachez que le réseau LoRa est parfait pour ça, puisque ça permet non seulement d'écouter en fait, ce qui se passe pour votre application, mais aussi d'agir par des commandes sur vos différents environnements. Voilà, donc ça être à votre disposition aussi sur notre stand si vous si vous le souhaitez en savoir un petit peu plus. Autre point également donc, qui est important, je pense, de noter, c'est qu'au niveau plateforme, si vous souhaitez développer des applications sans forcément vous soucier d'un hébergement avec donc tout ce qui va bien en termes, je dirais, de mise en place de serveurs, de conception de programmes sur serveur, etc. Sachez qu'on a donc une technologie donc PubSub. Je ne sais pas si vous connaissez par exemple Firebase de Google. Donc voilà, c'est un petit peu l'équivalent en dédié Orange avec quelques fonctions en plus, mais c'est le même principe. Donc c'est de la publication-souscription. L'intérêt, c'est qu'on fournit en fait tout ce qu'il faut pour que les données soient synchronisées en temps réel. On les bufferise également. Donc si par exemple votre objet n'est pas forcément un Arduino ou un Raspberry, mais si c'est par exemple un téléphone, eh bien sachez que vous aurez donc des SDK aussi bien pour iOS que pour Android en Java. Et vous aurez la possibilité, pour ces types d'équipements, de gérer en fait de manière très flexible les files d'attente qui vont bufferiser finalement tous les événements. Donc si votre téléphone ou celui de vos clients n'est pas en ligne à l'instant T et qu'il revient connecté, eh bien vous aurez automatiquement donc, toute la liste des événements passés qui apparaîtra. Donc, toute cette bufferisation, toute cette gestion, l'archivage également est géré complètement en centrale au niveau plateforme. Et donc la beauté de l'architecture, c'est que ça vous décharge complètement, encore une fois, de la partie back-end. Autre élément intéressant de différenciation aussi, c'est que tout ça est couplé donc, avec nos différentes plateformes telco, et on peut également faire du WebRTC. Donc là, c'est typiquement des applications avec lesquelles quelques partenaires travaillent aujourd'hui, où finalement on a une synchronisation de données qui s'effectue en temps réel entre différents équipements. Et s'il y a par exemple un doute à lever sur, par exemple, un événement qui se passe et puis une alarme qui est déclenchée, eh bien, on peut directement déclencher une session WebRTC avec une caméra pour voir ce qui se passe et lever éventuellement le doute. Donc on a toute cette logique, si vous voulez, de bout en bout, qui vous permet d'avoir les outils à la fois donc pour développer votre application ici, et également donc, enchaîner sur des choses plus sophistiquées avec donc de la vidéo ou autre. Alors tout ça, encore une fois, est disponible en libre service. Vous avez tout, je ne sais pas si on voit bien en fait les différents caractères ici, mais vous avez en fait tous les guides et les Getting Started qui vont bien pour mettre le pied à l'étrier. On a encore une fois différents langages qui sont supportés. Et surtout, c'est vraiment très simple, c'est-à-dire qu'on fait de la publication, la souscription, pour échanger différentes valeurs. Voilà, donc troisième élément que je voulais partager avec vous, c'était ce qui se passait finalement côté plateforme fédératrice, et qu'est-ce qu'on faisait finalement de toutes les données que vous pouvez donc récolter à partir de vos différentes applications et qui sont ensuite réutilisées par vos propres applications ou celles de tiers. Alors si on fait un petit schéma là aussi assez générique, vous avez donc différents constructeurs qui sont aujourd'hui dans la liste officiellement supportée donc, par l'ensemble de nos systèmes. Donc on retrouve bien sûr Netatmo, Withings, enfin tous les usual suspects qu'on trouve sur le marché de l'IoT et des données personnelles finalement qui sont enregistrées. Alors ce qui est intéressant, c'est que soit ces gens-là ont déjà leur plateforme, ce qui est le cas de la plupart des grands acteurs du marché, soit ce sont des acteurs plus petits ou qui ne souhaitent pas développer leur plateforme. Et dans tous les cas, nous sommes capables en fait d'agréger tout ça sur la plateforme centrale, donc toujours dans le cadre de DataVenue. Et un élément que je voulais partager avec vous, c'était l'élément supplémentaire qui est la possibilité de gérer en fait de manière très précise et très sécurisée les données qui sont archivées et récoltées.
Alors, ça s'appelle DataShare et ça permet justement, avec une interface unique pour l'utilisateur, de permettre ou pas l'échange entre différents systèmes et d'être complètement, on va dire, propriétaire des informations qui sont échangées. Alors, c'est une approche qui est complètement centrée sur l'utilisateur. Là, on quitte le domaine qui était auparavant plus centré sur le device, donc l'équipement lui-même ou sur la connectivité. Là, c'est vraiment centré sur, finalement, qu'est-ce que l'utilisateur lui-même va pouvoir récolter, partager, etc. Et donc, on a mis en place toute cette logique d'articulation pour gérer finalement les données qui doivent appartenir obligatoirement à l'utilisateur. Donc, chez Orange, on ne revend pas les données, on ne les agrège pas pour les réutiliser pour autre chose. On est là, au contraire, pour assurer en fait leur hébergement en France et pour s'assurer que les utilisateurs aient bien le contrôle total de ces différentes informations. Et ce qui est important, c'est que finalement, tout ça est fait avec des outils qui ressemblent à des choses habituelles pour l'utilisateur. Hein. Celui qui est habitué, par exemple, dans le monde Apple, à gérer donc l'application santé ou Health, avec le HealthKit, vous avez donc ce type de mécanisme de consentement et puis d'articulation entre plusieurs capteurs, plusieurs applications, etc. Sauf que c'est le monde Apple, donc c'est très bien fait, bien sûr, mais c'est quand même assez monolithique comme environnement. Là, ce qu'on a fait, c'est une architecture qui permet justement d'être cross-platform, donc aussi bien sur Android, sur le web, etc., qui est cross-application et qui permet de développer en fait tout un tas d'interfaces comme celle-ci, où finalement on va présenter des articulations pour dire voilà, je consens en tant qu'utilisateur à partager telle ou telle information et à l'envoyer à telle application. Et évidemment, on sait gérer aussi les révocations. Donc si l'utilisateur décide finalement de ne plus consentir au partage d'informations, on sait gérer ça également de manière très, très claire. Alors, sans rentrer dans le détail technique, vous avez donc là encore en libre service toute une palette d'API qui sont à votre disposition justement pour gérer l'ensemble de ces partages et interactions. Alors, c'est simple dans la mesure où vous avez ici toutes les fonctions qui permettent de se retrouver par utilisateur et par stream d'informations. Donc, vous avez à la fois des API qui vous permettent d'appréhender les données elles-mêmes, de gérer les consentements et de gérer les souscriptions. Donc, tout ça est fait, encore une fois, de manière totalement cross-platform. Et ce que je trouve très intéressant également, c'est qu'on a créé donc toute une hiérarchie d'objets pour créer une pérennité dans les données qui sont échangées. Pourquoi on fait ça? Parce que si, par exemple, vous avez un bracelet Fitbit pour mesurer votre rythme cardiaque et le sommeil, par exemple, et que vous décidez finalement d'acheter une montre Garmin pour faire un peu mieux sur cette performance équivalente, eh bien, dans ce cas-là, on assure une continuité par rapport aux données qui sont catégorisées. Et c'est ça que j'appelle le côté cross-platform. Donc, on a défini des connecteurs qui permettent justement d'assurer une couche d'abstraction, si vous voulez, pour ces différentes données. On gère à la fois des données personnelles, des données de la maison, et on gère cette couche d'abstraction de manière à pouvoir continuer l'archivage et continuer en fait le traitement d'informations et le partage d'informations, même si les gens changent de capteur, par exemple. On a une expérimentation en cours avec des centres de bien-être, de remise en forme, où ils avaient au début essayé de faire des tests avec des environnements qui étaient monolithiques, donc avec un seul constructeur et une seule application. Et finalement, c'était beaucoup trop contraignant. Et le fait d'avoir ce type de système, justement, qui assure cette abstraction, permet à ces différents centres d'être beaucoup plus flexibles, d'accueillir en fait des gens qui viennent avec leurs propres objets, de gérer en fait l'évolution de l'achat de nouveaux objets et d'autres applications également qui sont fédérées. Donc DataShare, c'est vraiment tout ça, c'est vraiment la possibilité de gérer dans le temps ces différents domaines, que ce soit donc la partie vraiment input côté données ou le partage avec des applications. Alors tout ça fait partie, encore une fois, de la solution qui s'appelle DataVenue, que vous pourrez voir sur notre stand.
Alors, je voudrais dire un mot quand même sur qu'est-ce qui nous a amené à faire tout ça. Parce qu'en fait, au début, Orange était quand même assez centré sur ses propres applications, ses propres équipements, etc. Et depuis quelques années, on a ouvert énormément nos différents services grâce aux API. Et ça contribue justement à accueillir dans notre écosystème des startups, des développeurs qui veulent enrichir leurs propres services. Et ça peut aller chez nous jusqu'à l'accompagnement, la promotion de ces différents partenaires. Donc on fait ça non pas par pur altruisme, c'est aussi parce qu'on veut ensemble gagner de l'argent et puis accroître nos parts de marché, accélérer l'innovation aussi. Et sachez donc qu'on a développé aujourd'hui plus de 25 API qui sont en libre service sur notre site. Alors ce site, le voici, hein, c'est développeur.orange.com. Alors c'est vraiment du libre service, c'est-à-dire que vous pouvez de manière complètement libre souscrire sans numéro de téléphone, sans carte bleue, sans rien, avec juste une adresse email et puis tester nos différentes applications.